Alors, nous allons à présent partir à une recherche assez simple, c'est celle de l'origine de la vie. Nos origines à nous. Pas sûr qu'on y arrive en une trentaine de minutes, mais on va quand même essayer. L'intervenant que j'accueille, André Braic, que je connais depuis quelques années déjà, a donné son nom à un astéroïde. Il est associé à toutes les grandes missions dans le système solaire, Voyager, Cassini-Huygens et beaucoup d'autres. Il est donc capable de parler au moins 3 heures sans respirer, mais je ne lui accorde aujourd'hui exceptionnellement que 30 minutes. André, d'où venons-nous? C'est la question qui vous est posée. Merci. Ça marche? Mais bon. Alors bonjour d'abord. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'avais pas réalisé qu'on parlait 30 minutes. Je suis incapable de faire un exposé en moins de 3 heures, donc il y a un problème. Et en plus, j'ai passé la nuit à finir de corriger un manuscrit qui a été donné à l'imprimeur ce matin, donc j'ai pas dormi. C'est pour ça que je vous donne l'impression d'avoir 98 ans, alors que j'en ai que 97. Et donc, j'ai pas eu le temps de préparer que ce soit. J'ai mis quelques diapos en désordre et je vais essayer de vous donner un certain nombre de remarques. Et peut-être que ça suscitera quelques questions. Alors la question posée, donc, j'ai découvert, c'est l'épouse de Daniel Nahon qui a choisi le sujet. Donc j'ai découvert ça. Et donc la question s'est posée, c'est d'où venons-nous? Quelle est l'origine de la vie? Quelle est l'origine de la Terre? Quelle est l'origine du Soleil? Quelle est l'origine des étoiles? Quelle est l'origine de l'univers? Ça fait 4000 ans qu'on en discute. Et je dirais que nous avons le bonheur, en ce moment, d'avoir quelques éléments de réponse que nous n'avions pas depuis 4000 ans. Alors le problème, c'est que je dois vous parler de tout l'univers en 30 minutes. Donc je vais essayer de condenser 13,77 milliards d'années en 30 minutes. Donc j'ai deux choix entre parler très très vite et vous me repassez en 16 tours plus lentement, ce qui me fera une voix grave, ou de sauter quelques épisodes. Alors ce que je propose, c'est de vous donner quelques remarques générales. Et d'abord, pour ceux d'entre vous qui partiraient rapidement, je vous donne la réponse. La réponse, nous ne la connaissons pas, mais on s'amuse bien. Donc c'est le résumé de la conférence. Alors, d'où venons-nous? Le débat, c'est création ou éternité. Est-ce que l'univers, la Terre, la vie a été créée un jour? Ou bien est-ce que ça existe de toute éternité? Il n'y a eu ni début ni fin. Et vous savez, Pierre Dac disait que l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Alors, certains disaient, mais on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, c'est pas possible. Et d'autres disaient, mais si, il y a un créateur, etc. Et vous connaissez l'histoire du petit qui dit à sa maman, maman, dis-moi qui a créé le monde. Et la maman lui répond, mon petit, c'est Dieu qui a créé le monde. Et le petit répond, maman, dis-moi qui a créé Dieu. Et on n'a rien gagné. Donc, on en est. Alors déjà, pour donner une analogie, si je demande à chacun d'entre vous de savoir d'où je viens, vous n'avez pas été créé à partir de rien. Vous êtes le résultat d'une histoire d'amour entre vos parents, lesquels sont le résultat d'une histoire d'amour entre vos grands-parents. Autrement dit, quand on parle de l'origine, on parle de la fin d'un phénomène qui a donné la suite à quelque chose. Autrement dit, je vous parlerai de la fin des phénomènes qui ont donné naissance à la vie, à la Terre, au Soleil ou à l'univers. L'autre point, c'est que vous savez que l'univers, nous sommes un univers qui est en expansion. C'est découvert au milieu du XXe siècle. Et cet univers en expansion, nous en avons donné l'âge. Depuis environ 3 semaines, on a un chiffre nouveau, l'univers est de 13,77 milliards d'années. Ça fait 3,77 milliards d'années qu'il y en a expansion. On a encore changé les chiffres, ce qui va encore nous poser un problème pour les retraites. Et donc, en fait, les gens disent c'est la création de l'univers. C'est idiot. Rien ne nous prouve que c'est la création de quelque chose. Simplement, nous étions, il y a 13,77 milliards d'années, dans un état tel que les 2 lois de la physique qui nous décrivent le monde, la réalité générale qui nous décrit l'univers à grande échelle et la mécanique quantique qui nous décrit l'univers à petite échelle, ne peuvent pas rendre compte des conditions de température, de pression, de densité. Nous n'avons pas l'outil pour les étudier. Cela dit, dites-vous qu'il y a seulement un siècle, on pensait qu'on avait quelques millions d'années d'âge. Maintenant, on est à 13,77. Je ne remonte même pas à 3 siècles où les gens pensaient que la Terre n'avait que 6000 ans. Et il y a encore quelques abrutis qui disent la même chose au milieu des États-Unis ou du côté du Moyen-Orient, mais c'est un autre sujet. Et donc, en gros, nous sommes capables, nous, de vous décrire ce qui s'est passé depuis 13,77 milliards d'années. Laissons la place aux jeunes pour qu'ils reprennent le relais ensuite. Alors, première diapositive. Alors, normalement, j'ai des commandes. J'appuie sur un truc. J'appuie sur une flèche au hasard. Ça fait quoi? Ah non, c'est pas ça. Voilà, alors un petit mot. La situation de nous, astronomes, elle est donc de comprendre le monde. Il y a 2 manières de comprendre le monde. Ou bien on dit... il y a du vent, il y a de la tempête, il y a des cyclones, il y a de la pluie. Alors c'est le dieu du vent, le dieu de la tempête, le dieu des cyclones, et on fait un sacrifice au dieu pour le mettre de bonne humeur. C'est une approche. Et l'autre approche, c'est de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est la démarche scientifique. Et la démarche scientifique repose sur 2 piliers.
Un, j'observe le monde, si je suis astronome ou géophysicien, ou bien j'expérimente, si je suis physicien ou chimiste. Et deux, j'interprète. Observer sans interpréter n'a aucun intérêt, et interpréter sans observer, c'est comme ça que tous les grands massacres de l'humanité ont été faits. Par massacre, j'entends l'Inquisition des chrétiens, les fondamentalistes musulmans, les camps sibériens, les camps nazis. On a une théorie, on ne la confronte pas à la réalité, et on massacre tous ceux qui ne sont pas du même avis. Donc, vous avez compris que je prendrais une autre attitude. L'aller-retour. Alors, observons le monde. Alors d'abord, problème, c'est que dans le monde, j'ai 5 sens pour observer le monde. Je peux goûter, toucher, sentir, mais les astres, je ne peux pas goûter Saturne, le renifler, le sentir, le toucher. Je n'ai plus que la vue. Et avec la vue, j'essaie de voir comment ça se passe. Si je prends ce pointeur, je regarde avec la lumière derrière, donc je montre Saturne, symbole de l'astronomie. Alors, il faut que j'appuie sur un machin, voilà. Ah oui, mais comment je vais parler si j'ai plus de main alors là, je vous montre Saturne, c'est la mission Cassini, vue à contre-jour. Le Soleil est derrière. Photo très difficile à prendre. J'ai la chance d'être membre de cette mission qui n'a coûté que 4 milliards d'euros. Vous allez me dire c'est beaucoup. Non, parce que je connais des banquiers qui avec la même somme font moins bien que nous. Hein. Et donc on va à Saturne. On va à Saturne à contre-jour. Et là, vous voyez, à contre-jour, c'est la même chose que sur la plage. L'été, vous photographiez un de vos personnages préférés, un maillot de bain à contre-jour, vous avez les poils qui dépassent. Hein. Eh bien, là, ce n'est pas les poils de Saturne, c'est la poussière qui est autour. Il y a plein de poussière autour. Et là, vous avez un petit point. Ce petit point, on dit c'est un satellite de Saturne. Non, ce petit point, c'est la Terre. Et le jour où on a pris cette photo, il faisait beau à Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence est du bon côté. Donc, vous êtes sur la photo. Et donc, j'ai voulu faire une photo de groupe, vous voyez, aujourd'hui, pour célébrer cet événement. D'ailleurs, quand la police me demande des papiers d'identité, c'est ça que je donne. J'y suis, en plus, avec tous mes copains. Hein. Et donc, quand je vous montre Saturne et la Terre, c'est pas pour vous dire on a pris une jolie photo. C'est pour vous dire que Saturne et la Terre, même combat. Si on va voir les planètes, c'est pour mieux connaître la Terre. Chacun sait que quand on a un problème dans la vie, c'est pas en restant le nez au ras des pâquerettes pour parler vulgairement qu'on le résout. C'est en prenant du recul. Donc, on fait de l'astronomie. Et quand vous allez voir une planète, la Terre, on se demande, est-ce que ça se réchauffe, est-ce que ça se refroidit, est-ce que ça se pollue, quel est notre futur? Si nous voulions résoudre ce problème, nous devrions expérimenter comme le fait le physicien dans son laboratoire. On devrait couper la Terre en deux, la secouer, la bombarder, etc. pour voir comment elle réagit. Heureusement pour nous, on ne sait pas le faire, mais ce n'est pas la peine. On va voir des objets qui sont des planètes, qui sont certaines plus grosses, d'autres plus petites, d'autres plus légères, d'autres plus lourdes, d'autres plus denses, d'autres moins denses. Et le résultat, c'est qu'en comparant ces objets, on comprend le rôle de chacun des facteurs que sont la densité, la température, la pression, etc. Donc, aller voir Saturne, c'est une manière de mieux connaître la Terre. Exemple, on a trouvé un cyclone dans le pôle sud. Les vents soufflent à 600 km/h sur les parois. Heureusement pour nous sur Terre, ce n'est pas ces vitesses-là qu'on a. Eh bien, les gens qui sur Terre étudient ce phénomène appliquent leur modèle à Saturne et améliorent leur modèle. Et c'est comme ça qu'on connaît mieux la Terre. Autrement dit, maintenant, c'est par planétologie comparée qu'on avance. Alors, oui, j'appuie sur je ne sais plus quoi. Voilà. Alors, un petit mot au passage. Moi, je passe mon temps autour de Saturne. Je reviens sur Terre de temps en temps. Et on me dit c'est épouvantable. C'est une période épouvantable, c'est affreux, etc. Et moi, je dis qu'on a une chance extraordinaire. On n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a jamais fait autant de découvertes. Un bateau à Marseille, il n'y a pas si longtemps, une épidémie, la moitié de la ville était morte. Il y a quelques siècles, on allait à Marseille, on se faisait agresser 8 fois. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on se fait agresser moins de 8 fois. Hein, et donc, c'est une période merveilleuse. Moi, si on me donne le choix de naître n'importe quand, je choisis de naître entre 6000 ans et aujourd'hui, je choisis de naître aujourd'hui. Et donc, j'en ai assez des homo tristus qui nous font un message épouvantable. Chacun sait que la tristesse est communicative, comme l'enthousiasme l'est. Et d'ailleurs, je dis à chacun, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Hein. Donc, à mon avis, j'en ai vraiment assez. Et nous savons que ce discours des homo tristus favorise les démagogues, les gens qui en font commerce, en quelque sorte, et qui réussissent ça. Donc, arrêtons ça et donnons aux jeunes. Moi, quand je vois mes étudiants, je dis, quelle chance vous avez. Vous êtes jeunes. J'ai envie de vous donner, je vous donne mon salaire, ma position, vous donnez votre âge. Ils disent non, ils ont raison. Hein. Et donc... alors ça, il y a un petit quand même défaut, ça c'est une représentation assez fidèle de l'organisation de l'université et de la recherche en France. Nous sommes écrasés de bureaucratie, et dans mes bouquins, j'ai prétendu que les chercheurs français, européens déjà en général, ne font plus de recherche, ils font du papier.
Hein. Alors, plus de papier, et ça, c'est une honte, parce que nous avons déjà d'intelligents. Moi, personnellement, je dis que dans mon village, quand on vend une vache, on se tape dans la main, le contrat est respecté. Donc, je refuse de signer tout papier. Si tous mes collègues faisaient pareil, peut-être qu'on changerait d'avis. Mais hélas, vous savez que l'ensemble des présidents de la République, l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des députés, l'ensemble des patrons de radio et de télévision, l'ensemble des directeurs de journaux, l'ensemble des capitaines d'industrie, aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. Donc, il ne faut pas s'étonner, si. Hein. Donc, peut-être qu'on pourrait faire comme ça s'est passé sous Louis XIV, sous la Seconde République ou sous la Troisième République, mettre quelquefois, comment dirais-je, des gens un peu au courant du sujet. Mais les chercheurs portent leur part de responsabilité dans ça. Alors, attendez, il faut que j'appuie. J'ai 3 trucs dans la main, je ne sais plus où j'en suis. Alors, vous avez compris qu'en astronomie, nous vivons une période extraordinaire. Premier moment extraordinaire, c'est les Grecs, c'est ce qu'on appelle le miracle grec. Deuxième moment, la Renaissance scientifique. Entre parenthèses, c'est quand vous posez la question, pourquoi en Europe occidentale, on est très légèrement en avance sur les Chinois, les Indiens, les Arabes et autres, pas plus intelligents qu'eux. Mais il y a un moment unique qui s'est produit au moment de la Renaissance scientifique, qui a donné le siècle des Lumières, le monde industriel et ce que nous connaissons. Nous sommes en train de perdre cette avance, mais on l'a eu, cette avance, grâce à la science, bien entendu. Et dans la troisième révolution que nous vivons aujourd'hui, l'homme va au-delà de la Terre. Nous allons au-delà de l'atmosphère. L'atmosphère nous protège, l'atmosphère que nous sommes en vie, mais elle nous masque une partie de la réalité. Il y a un tas de rayonnements, gamma, ultraviolet, infrarouge, etc., qui sont arrêtés par l'atmosphère, qu'on ne voit pas, et qui pourtant existent. Et en même temps, quand on va visiter les planètes, on va au-delà de l'atmosphère. Autrement dit, le voile de l'atmosphère nous protège, et là, nous allons au-delà. J'ai représenté ici un collègue parti en week-end, vous voyez, pas très loin, mais représentant ce symbole, ce moment. Et donc, ce voile de l'atmosphère, nous l'avons retiré. Chacun sait que dans la vie, quand on retire un voile, on fait un progrès. Hein. Au passage, un hommage à 2 collègues, Erasme, qui a dit la chose suivante, qui pour moi est pourquoi je suis enseignant à l'université, homo fit non nascitur. Ce qui veut dire on ne naît pas homme, on le devient. Et selon l'environnement, l'éducation que vous donnez, vous pouvez faire un monstre ou quelqu'un de merveilleux. Tout repose là. Et le second à qui je rends hommage, c'est Fontenelle, voici le portrait, qui est le premier homme qui a fait des ouvrages de vulgarisation pour les femmes. Alors évidemment, c'est les femmes qui savaient lire, donc celle de la noblesse, mais qui a vécu 100 ans à l'époque de Louis XIV et de Louis XV, ce qui était rare à l'époque, et qui avait un certain tempérament, puisqu'il paraît que quand il avait 90 ans et qu'il voyait une jolie fille, il disait « Si seulement j'avais 80 ans ». Alors, bon, donc voilà. Alors maintenant, je vais observer le monde. Alors oui, vous avez regardé, vous avez remarqué ce petit repli du ventre ici. C'est dans le cadre de ma lutte contre l'anorexie. Alors, en gros, je veux observer le monde. Qu'est-ce que je regarde? Comment j'interprète? Alors, un extraterrestre débarque, il voit un homme, qu'est-ce qu'il informe? Le masque? Le corps? La radio? Ou le vêtement? Et ça veut dire que quand on a une vue partielle d'un événement, on n'a pas forcément tout compris. Je vous raconte 2 blagues, puisque c'est la fin de journée, etc. Vous connaissez l'histoire des pygmées aveugles. Ils sont aveugles, ils sont pygmées, ils sont curieux. Ils partent explorer la forêt. Ils tâtonnent, ils sont aveugles. Hein. Ils trouvent un éléphant. Donc il y en a qui touche la patte de l'éléphant, l'autre la queue de l'éléphant, l'autre l'oreille de l'éléphant, l'autre la défense de l'éléphant, l'autre la trompe de l'éléphant, enfin, etc. Ils rentrent chacun dans leur village, ils racontent ce qu'ils ont vu, chacun raconte une histoire différente, ils ont tous raison. Et aucun n'a compris ce qu'était un éléphant. Donc qu'est-ce que j'observe? Et deuxièmement, comment j'interprète? L'autre histoire, vous connaissez l'histoire du savant fou. Il est fou, il va dans un cirque, il dit au directeur du cirque, passe-moi une puce. Alors il prend une puce savante. Il dit à la puce, saute, puce saute. Puis il est fou, il coupe une patte de la puce. Saute, elle saute. Deuxième patte de la puce, saute, elle saute. Troisième patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute, elle saute plus. Donc le savant déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Donc vous voyez que, en disant ça, je pense à certains collègues, mais ça c'est autre chose. Hein. Donc en gros, comment j'observe et qu'est-ce que j'observe, hein? Alors, en gros, la nature, moi quand j'étais petit, bon, c'était dans les années 40, bon, mesdames, votre grand-mère n'était pas née, et on se chauffait au charbon. Et je me souviens, le charbon était noir. Alors moi, j'avais 2 ans, et je me mettais sur le charbon et je peignais les murs de la maison. Bon, ça énervait beaucoup ma maman, mais moi, ça m'amusait beaucoup. Hein. Puis un jour, l'hiver est arrivé, le charbon est devenu rouge, j'ai voulu faire pareil, il pas recommencer. Hein. Ça veut dire qu'on a 2 ans, on comprend que la couleur vous donne la température. Hein. Enfin, ceux qui n'ont pas compris ça à 2 ans, ça s'appelle la sélection naturelle. Hein. Et donc, en gros, la nature vous donne plein d'informations. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer en détail ici. Alors maintenant, Terre, regardez Vénus et Mars. Vénus, à laquelle on a donné le nom de la déesse de l'amour, qui est en fait un enfer. C'est pas l'amour qui est un enfer, c'est Vénus. En gros, voilà une planète où l'effet de serre a explosé. Donc, c'est devenu invivable. 400 degrés au sol, des centaines d'atmosphères de pression, invivable. Et Mars, au contraire, si je vous le mets sur Mars en maillot de bain, votre sang va se mettre à bouillir, ce qui est pas sympa. Autrement dit, nous avons
à gauche un objet dont l'effet de serre a explosé, nous avons à droite un objet dont l'effet de serre a avorté, et les deux sont devenus un enfer. Quand on se pose des questions sur la Terre, c'est peut-être pas complètement idiot d'étudier l'histoire thermique de Vénus et l'histoire thermique de Mars pour en tirer quelques conclusions. À nouveau, la planétologie comparée est quelque chose d'important. Autre point, le mot évolution est essentiel. Les choses ne sont pas là pour l'éternité, comme vous ont voulu faire croire certains. Vous savez que l'Afrique pousse l'Europe, la Méditerranée se referme, et qu'en gros, Aix-en-Provence devrait être au-delà du cercle polaire, d'environ 250 millions d'années. Je vous montre la diapo pour ceux d'entre vous qui voudraient acheter une maison dans le coin. Vous dites au propriétaire que les conditions vont se dégrader, qu'il a intérêt à vendre rapidement à un bon prix. Hein. Et en plus, alors je vais pas remonter Marseille, mais Paris, voici Paris aujourd'hui. Donc 250 millions d'années, si on est au-delà du cercle polaire, ça sera ça. Et dans 1 milliard d'années, la Tour Eiffel fondra. Parce que, en gros, il n'y aura plus de vie sur Terre dans 1 milliard d'années. Alors ne soyez pas désespérés tout de suite. Parce que vous savez que la vie a démarré sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, et dans 1 milliard, il n'y en a plus. Donc ça veut dire que la vie actuellement est plus proche de la fin que du début. Bon, ne vous inquiétez pas, 1 milliard d'années, ça a le temps de se retourner, hein, pour s'adresser à une entreprise de déménagement ayant de bonnes références et aller dans un endroit sympathique, et il ne manque pas d'endroits sympathiques dans l'univers. Hein, donc, ne s'inquiétez pas. Et pourquoi? C'est très simple. Le Soleil, contrairement à ce qu'il y a dans les bouquins, n'est pas de chaleur constante. Le Soleil est de plus en plus chaud. Pour une raison très simple, c'est que 4 atomes d'hydrogène se transforment en un atome d'hélium. Que 4 atomes d'hydrogène occupent un volume plus grand qu'un seul atome d'hélium. Donc avec le temps, la densité augmente, la pression augmente, la température augmente. Et quand la vie a démarré sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années, le Soleil était 30% plus froid qu'il n'est aujourd'hui. Donc la vie a dû s'adapter. Et dans 1 milliard d'années, l'eau ne sera plus liquide, il n'y aura plus que de la vapeur d'eau. Et l'effet de serre de la vapeur d'eau est beaucoup plus considérable que celui du dioxyde de carbone. Donc là aussi, le mot évolution est essentiel dans tout ça. Alors maintenant, l'univers. Alors là, en 5 minutes, je vais essayer de vous passer l'univers. Alors l'univers, regardez cette photo. Oui, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a la lumière, mais enfin, si on éteint la lumière, tout le monde s'endort. Donc c'est pas. Si je prends une épingle et que je tends le bras sur la surface de ma tête d'épingle, voilà ce que je vois. Pour couvrir tout le ciel, il faudrait que je fasse 20 millions de clichés comme ça. Je vois des traits, des ronds. Chacun des traits et des ronds, c'est une galaxie. Qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? C'est une communauté d'étoiles qui contient, comme notre galaxie, quelques centaines de milliards d'étoiles. Et nous connaissons au jour d'aujourd'hui quelques centaines de milliards de galaxies. Donc à l'heure où je vous parle, nous connaissons quelques centaines de milliards d'étoiles. Et je ne parle pas de celles qui ne sont pas encore nées ou de celles qui sont déjà mortes. Donc il y a du monde. Vous voyez, on n'est pas prêt d'être au chômage, nous. Hein. Et donc, dans cet univers, comment ça se passe? Alors très rapidement, nous devons ça à 5 personnes. Albert Einstein, 1915, Friedman, en les années 20, Hubble, 27-30, Lemaître, les années 30, et Gamow, 47. Ces 5 personnes ont compris. Einstein nous donne l'outil, la relativité générale, sans lesquels vos téléphones portables ne marcheraient pas, puisque ça donne le GPS à position, donc ça marche bien. Et puis, Friedman comprend que la loi de gravitation est telle que, puisque les corps s'attirent, la relativité générale, ça peut pas être statique. C'est-à-dire, tout ça doit ou s'effondrer sur lui-même ou être en expansion. Et l'expansion de l'univers est une des solutions. Hubble fait des observations dans les années 20-30 et il constate que plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne de nous rapidement. Attention, nous ne sommes pas au centre. Tout s'éloigne de tout. C'est un peu comme une structure métallique que je chaufferais, qui se dilaterait. Tout s'éloigne de tout. Donc l'univers est en expansion. C'est un fait d'observation, ce n'est pas une théorie, c'est d'observation. Alors Georges Lemaître, lui, il dit, mais remontons le film en arrière, et si je remonte le film en arrière, à un moment où tout est rassemblé dans un tout petit volume, on emploie à cette époque le mot d'atome primitif. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé au début? Et Georges Gamow, lui, les années 47, je me présente en rigolant parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et vous savez que dans la vie, les gens qui se prennent au sérieux ne le sont jamais, alors que ceux qui ne se prennent pas au sérieux le sont quelquefois. Et donc Gamow, en rigolant, a fait une blague, il s'est dit, oui, mais si tout est rassemblé à un moment donné dans un tout petit volume, alors ça veut dire qu'il y a tellement de pression, de densité, de température, que la matière elle-même ne peut pas exister. Partez donc en maillot de bain sur la plage l'été, au bout d'une demi-heure, vous êtes brûlé. Et pourtant, je sais, c'est pas grand-chose. Et si je monte à des milliards de degrés, la matière, il n'y a plus que du rayonnement, il n'y a pas de matière. Et Gamow s'est dit, mais s'il y a que du rayonnement, peut-être que c'est là que je fabrique les atomes. Et après tout, peut-être que, de cette chaleur initiale énorme, il en subsiste quelque chose. Imaginez que quelqu'un rentre dans cette pièce en courant avec une fiole de gaz à 3000 degrés, il casse la fiole de gaz, il s'en va. Vous prenez un thermomètre, vous mesurez la température au moment où on casse la fiole, une seconde après, une minute après, une heure après, un jour après, et vous voyez que la température descend.
Et ce qu'avait prévu Gamow, il a fait une plaisanterie, il a publié son article le 1er avril, il l'a signé Albert Bethe et Gamow. Albert est un de ses étudiants, Bethe était un physicien qui n'était pas au courant, et Gamow, ça fait alpha, bêta, gamma. Il a fait l'alphabet cadin du monde. Il a publié l'article, il a fait comme une plaisanterie. Voilà, ça c'était un bon scientifique, il remplissait pas les dossiers celui-là. Hein. Et donc il parle de ça. Ça n'a pas un écho énorme, on est né en 1947, et en 1963 ou 4, je ne sais plus, il y a deux jeunes ingénieurs de qualité, sérieux, qui travaillent pour la Bell Telephone Company, qui fabriquent une antenne, et sans cette antenne, ils essaient d'améliorer les communications avec les satellites artificiels. Et là, il y a des parasitages. Alors il dit, c'est les militaires qui l'ont apporté, ils me disent, arrêtez vos communications. Arrête, toujours parasitage. C'est la station de radio qui nous... Arrêtez les émissions de radio, ils arrêtent, toujours du parasitage. C'est les pigeons qui font leurs besoins dans l'antenne, etc. Donc ils ont nettoyé la fiente de pigeon. Comme j'ai mes étudiants, nul saut métier, ça peut donner le prix Nobel, nettoyer la fiente de pigeon. Et puis toujours du parasitage. Alors ils ont écrit un article d'une page, pas très long, dans lequel ils ont dit de l'anti-parasitage des antennes radio. Et ils disent en une phrase ou deux, peut-être que c'est le machin de Gamow. Résultat, prix Nobel. On avait trouvé ce rayonnement dans lequel nous baignons, de ce rayonnement primitif. Nous baignons dedans, nos yeux ne le voient pas. C'est un rayonnement millimétrique, qu'on le voit. Et donc, nous avons un témoignage de ces premiers moments. Les premiers moments, je répète, ne sont pas la création de l'univers. L'univers est passé par ce moment-là. Rien ne nous indique que c'est la création. Donc, alors attendez, j'appuie sur mon machin. Alors, l'univers, à quoi il ressemble? C'est une immense éponge, des filaments. Il y a des filaments partout, ne me demandez pas pourquoi. Les galaxies se rassemblent de préférence de filaments, au croisé des filaments, c'est ce qu'on trouve. Là aussi, je n'ai pas le temps de le commenter, mais il semblerait que nous n'ayons trouvé que 4% de la matière de l'univers, c'est-à-dire qui nous compose, des atomes, des molécules, et que 26% sous forme de matière noire, une matière qui obéit à la gravitation, mais dont on ignore la nature, et 68% sous forme d'énergie noire, dont on ignore la nature. Et actuellement, des armées de physiciens emploient des armées de jeunes étudiants dans l'espoir de découvrir soit l'énergie noire et la matière noire et d'avoir le prix Nobel. Et pour faire le résumé de la situation, je crois que la diapositive Le Monde, ça c'est la somme des théories, et ça c'est l'épreuve. Hein. Je crois qu'on en est là. J'espère que je vexe aucun de mes collègues, mais pour l'instant, on discute beaucoup de ça. Ou bien la matière noire, l'énergie noire existe. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Peut-être on va le trouver dans 3 ans, dans 30 ans, ou dans 3 siècles, ou dans 3000 ans, on ne sait pas. Ou bien certains collègues disent, mais après tout. Alors ces collègues-là, qui sont une petite minorité de la communauté, disons 10%, se font traiter de débiles profonds par les autres collègues, et ils disent, mais après tout, si je change très légèrement la loi de gravitation, peut-être que j'obtiendrai les mêmes observations sans avoir besoin d'énergie noire et de matière noire. Alors, ne sortez pas d'ici en disant Bragg nous a dit qu'il changeait la loi de la gravitation. Oui, Alzheimer, son âge, faut comprendre, il n'a pas dormi. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit simplement qu'il y a non pas une polémique, mais une rivalité parmi la communauté scientifique où une majorité cherche cette énergie noire et cette matière noire et une minorité cherche à changer la loi de physique. Moi, je ne travaille pas sur ce domaine. Je dis simplement que si on trouve la matière noire et l'énergie noire, c'est formidable, puisque nous avons, au bout de 4 000 ans, trouvé que 4%. Hein, et pourtant, on est payé à la fin du mois. Nous avons, des salaires astronomiques. Hein, ou bien, on change la loi de la physique, ce qui est aussi merveilleux. Hein. Donc voilà 2 directions merveilleuses. Alors l'univers, vous avez compris, est en expansion. Et voici la plus vieille photo que vous ne verrez jamais de votre vie. C'est une photo par le satellite européen Planck. C'est-à-dire le ciel, tout le ciel, 380 000 ans après ce moment zéro. J'appelle zéro non pas la création, le moment où ça commence à rentrer en expansion. Avant ça, l'univers est opaque, je ne peux pas le voir. Et de ce rayonnement dans lequel on baignait, il reste quelque chose de plus froid dans lequel on baigne. Et les différences, regardez, il y a du rouge et du bleu. Ce sont de très légères différences de température, de millionièmes de degrés, c'est très faible comme différence. Mais c'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi. Si ça avait été homogène quand on le pensait, ni les galaxies, ni les étoiles, ni les planètes, ni la vie ne se seraient formées. Grâce à ça, on est ici cet après-midi. Vous avez la peine d'entendre quelqu'un qui parle trop vite, mais désolé, qui n'a pas assez dormi. Alors là, je répète, de cette expansion, c'est 13,77 milliards d'années. Et la question, c'est comment je passe de la structure actuelle à conditions initiales en 13 milliards d'années, ce qui est un peu court pour nous. 13 milliards d'années, c'est à peine le temps de fumer une cigarette pour un astronome. Alors maintenant, les étoiles. Comment on forme les étoiles? Alors ça paraît simple. Dans le monde entre les étoiles, il y a du gaz. Dans ce gaz, il y a des molécules. Nous avons trouvé plus de 150 molécules maintenant. Il y a beaucoup d'eau. Vous voyez, dans les étoiles, il y a beaucoup d'eau. Il y a aussi pas mal d'alcool éthylique, ce qui prouve que le milieu interstellaire est civilisé. Hein. Et donc, on se promène les étoiles. Et ça veut dire que quand vous avez un excès de densité quelque part, ça s'effondre. Ben, ça s'effondre. Quand vous atteignez température, densité, pression au centre suffisante, vous allumez des réactions thermonucléaires, vous faites une étoile. Le problème, c'est que cette idée, on l'a depuis déjà très longtemps. Mais il y avait des difficultés.
Les étoiles qu'on formait tournaient trop vite, avaient un champ magnétique qui les arrêtait, avaient une température trop élevée qui les dispersait. Et pendant 80 ans, on séchait, on ne comprenait pas. Et nous avons la réponse aujourd'hui, depuis quelques années, comment se passent les étoiles. Donc dans ce milieu interstellaire, je vous l'ai dit, alors voici donc on photographie actuellement de jeunes étoiles. Voici une maternité. Chaque point blanc, c'est une étoile en train de se former. Donc, le Soleil s'est formé comme ça. Et voici en détail le petit cocon au sein duquel se forme l'étoile, c'est un environnement. Et si j'avais mis le son sur cette image, vous entendriez areux, areux, areux. C'est les petits bébés dans la maternité, c'est des bébés étoiles en train de se former, avec peut-être un cortège de planètes autour. Autrement dit, alors que mes profs me disaient quand j'étais étudiant, tu sais André, on verra jamais la formation des étoiles, c'est un phénomène trop bref. Nous saisissons sur le vif ces phénomènes en rayonnement infrarouge, où la longueur d'onde infrarouge permet de pénétrer dans les cocons, et nous voyons les étoiles en train de se former, avec de la matière autour. Et il y a deux conséquences qu'on a trouvées essentielles. Ça date d'il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est que premièrement, il y a des jets de matière importants. Donc jets de matière, ça veut dire que vous évacuez de l'énergie du monde cinétique et vous résolvez tous les problèmes qu'on a vécu de 80 ans. Et deuxièmement, dans le plan de l'équateur, il y a un plan qui se forme. Autrement dit, un endroit idéal pour que des planètes se forment à cet endroit-là. Autrement dit, formation d'étoiles, c'est jet de matière, et puis un disque de matière autour où on peut former des systèmes planétaires. Ça date d'il y a 15 ans. Et on a des choses un peu plus récentes encore. Voici une photo qui a été prise il y a quelques mois par ALMA, qui est un télescope qu'on a installé au Chili. Et vous avez une étoile en train de se former, vous avez un disque autour, et on soupçonne que les divisions, les ondulations qu'on voit ici, sont créées par des planètes en train de se former. Autrement dit, nous assistons en direct à la formation des systèmes planétaires, et nous pensons que ça s'est passé de la même manière pour notre système solaire. Alors, si je continue, voici la chose importante, voici une condition du ciel. Quand vous regardez tout ce qui est entouré par du blanc, ce sont des zones où se forment des étoiles. Et si vous regardez attentivement, vous voyez c'est comme moi, ça manque d'énergie, ce machin-là. Il n'y a plus d'énergie. Et donc, vous avez des petits filaments. Autrement dit, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des filaments de matière et que les étoiles se forment de préférence à la croisée des filaments. Ça date d'il y a quelques mois. C'est ce qu'on trouve sur la formation d'étoiles. Il y aurait plein de choses à dire dessus. Oh oui, ça, c'est un peu trop technique. Vous voyez, c'est des filaments. Et la croisée des filaments se forme des étoiles. Là, j'ai vraiment pas le temps de mettre dessus. Et donc, je voudrais vous dire, il y a deux types d'étoiles. C'est comme les individus. Il y a les gros, qui font la fête tous les jours, qui vivent bien, qui s'amusent beaucoup. Ça dure pas longtemps. Et puis, il y a les maigres, qui font pas d'excès, qui sont sages, qui s'ennuient beaucoup, et ça dure très longtemps. Et alors, que font les gros? Les grosses étoiles fabriquent des atomes. Tous les atomes dans votre corps, vous avez un petit peu de calcium, un petit peu de magnésium, un petit peu le docteur il dit vous en manque un peu, on va mettre une pilule, etc. Eh bien tout ça est fabriqué dans une étoile. Quand la police me demande mon âge, je réponds que mon âge est compris entre 6 et 12 milliards d'années, âge auquel mes atomes ont été fabriqués. Le reste est dans ma vie privée qui ne les regarde pas. Et j'essaie de faire le même argument pour les jeunes filles, mais ça marche moins bien. Et donc autrement dit, les grosses étoiles fabriquent les atomes, au-delà de l'hydrogène et de l'hélium. Et maintenant, les petites étoiles, celles qui durent longtemps, vous donnent de la chaleur pendant longtemps. On dit, grâce aux grosses, on a la matière première, et grâce aux petites, comme le Soleil, on a la chaleur pendant très longtemps. Parce qu'autour d'une grosse étoile, pour faire une planète et la vie, elle vit trop peu de temps. Ça ne dure pas assez longtemps. Donc on a compris cette complémentarité, et ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est comment se forment les unes et les autres. Alors voici, ça c'est la mort du Soleil. Le Soleil termine joyeusement, ça ressemble à ça, une nébuleuse autour. Et ça c'est l'explosion d'une grosse étoile. En fait elle explose, elle implose, boum, et boum, ça rebondit. Et ça disperse les produits qu'elle a produits dans l'espace. Donc ça on a compris à peu près. Alors maintenant, les planètes. Ça c'est un dessin d'un de mes étudiants. La recette de cuisine, femme avec une étoile, on connaît. Mais la question c'est, est-ce que dans ma recette de cuisine il y a des grumeaux? Parce que j'ai loupé, autrement dit, est-ce que les planètes sont des monstres qui est un loupé de la recette de cuisine? Ou bien est-ce que les planètes, il y en a partout? Est-ce que c'est un sous-produit des étoiles? Si j'étais venu à Aix-en-Provence en 1970, 80, 90, je vous aurais dit, j'en sais rien. Et depuis quelques années, je vous réponds, les planètes sont un sous-produit naturel des étoiles. Vous voyez le débat philosophique qui a lieu, parce que s'il y a plein de planètes, peut-être qu'il y a la vie, et s'il y a la vie, comment? Mais nous, on est les meilleurs du monde, il y en aurait que d'autres qui seraient aussi bien que nous. Enfin, vous voyez tout le débat qu'il y a eu pendant un certain temps, et nous sommes en train de trouver plein de planètes, je vais en dire quelques mots très rapidement tout à l'heure, mais pour l'instant, ce débat, c'est que les grumeaux que forment les planètes autour d'une étoile sont un sous-produit naturel de la formation des étoiles. Ça nous en a à peu près la certitude maintenant. Et dans ce problème création-éternité, vous voyez que toutes les civilisations y ont accordé une grande importance. Dans les populations dites primitives, je pense aux populations de l'Océanie, je pense aux tribus africaines, aux Esquimaux, à tous nos ancêtres et autres. Les gens vivaient en tribus. Il y avait un mythe. Chacun racontait l'histoire du monde. Et alors, il racontait que des dieux s'étaient tapés dessus, s'étaient bagarrés, étaient tombés amoureux, enfin, j'en sais rien, des histoires. J'avais commencé à écrire un bouquin sur les mythes polynésiens. J'avais écrit 1800 pages, je l'ai jamais publié, sinon je l'aurais publié en pharmacie, rayon somnifère. Et donc,
En gros, ces mythes servaient à quoi? On se rend compte que le mythe était un ciment de la tribu. Celui qui disait « j'y crois pas à ton histoire », il mettait en danger la cohésion de la tribu. Donc il était soit chassé, soit mis à mort. Et donc toutes ces positions primitives ont un mythe de la création. Un peu plus tard, apparaissent les religions monothéistes. Alors, vous êtes chrétien, moi je connais l'origine du monde, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes musulman, je connais, c'est écrit dans le Coran. Vous êtes juif, je connais, c'est écrit dans la Torah. Donc les religions prétendent avoir l'origine du monde. Un petit peu plus tard, les scientifiques s'emparent du problème. Là, on est à la renaissance scientifique. Les deux plus grandes puissances mondiales sont la France et l'Angleterre. Alors il y a une théorie anglaise, la formation des planètes, et il y a une théorie française. Et pendant 250 ans, on s'est disputé. On s'est aussi disputé sur d'autres sujets avec les Anglais. Hein. Et nous avons eu la réponse qu'en 1953, eh bien, c'est les Anglais qui avaient tort. Hein. Et un peu plus tard, entre 1945 et 1990, les deux plus grandes puissances mondiales sont les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, il y avait une théorie américaine, et une théorie soviétique. Les deux disaient, des corps se cognent pour mettre un corps plus gros. Les uns disaient, il y en a un, il tape sur tout le monde, il prend le pouvoir. Les autres disaient, non, non, tout le monde, pas de tête qui dépasse, tout le monde a la même allure. Je laisse deviner qui est américain, qui est soviétique dans cette approche. Donc, vous voyez que cette question des origines dépasse le cadre scientifique. Il y a une dimension sociologique, métaphysique, politique, etc. importante. Enfin, moi, je resterai sur le plan uniquement scientifique. Nous sommes comme des détectives. On essaie de retrouver l'ensemble des témoignages et d'en faire un scénario. Alors, comment ça se passe? Alors, si j'étais venu à Aix-en-Provence au XVIe siècle, je dis la Terre a 5738 ans. Il y avait un moine qui avait compté les générations de l'Ancien Testament. Si j'étais venu au XVIIIe siècle, Buffon disait 70 000 ans. Il avait lancé un boulet de canon, l'a fait refroidir et extrapoler la Terre. Si j'étais venu au XIXe siècle, Lord Kelvin disait 200 millions d'années. C'est le temps pour refroidir une terre chaude. Et alors Darwin disait non, 200 millions d'années, j'ai pas le temps de faire évoluer les espèces. Et ce n'est qu'en 1953 qu'un géophysicien Patterson a trouvé par la relativité l'âge de la Terre, c'est pas 450, c'est 456 milliards d'années. Et là, c'est un qui a énervé tout le monde, parce qu'il a travaillé comme un cochon, en faisant plein d'erreurs. Hein. Et comme je dis à mes étudiants, à qui je fais l'éloge de l'erreur, je leur dis il faut toujours faire un nombre pair d'erreurs, de façon que chacune compense l'autre. Hein. Et tous les gens qui ont travaillé derrière, ont trouvé le même chiffre, avec des barres d'erreur plus petites évidemment. Et donc le chiffre, on l'a, la Terre a 456 milliards d'années. Et voyez déjà les chiffres. L'expansion de l'univers, ça commence il y a 13,77 milliards d'années. Il n'y a pas les éléments qu'il faut à ce moment-là. Il y a essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Il faut du temps aux étoiles pour fabriquer des atomes autres que sont le chlore, l'oxygène, le carbone, etc. Et c'est à 4,56 qu'apparaît la Terre. Il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors maintenant, rapidement, ça c'est la théorie, vous voyez, anglaise. Désolé, j'ai un machin. C'est la théorie anglaise à gauche, la théorie française à droite. Donc les Anglais disaient c'est une étoile qui a arraché un filament de matière au Soleil. Les Français disaient non, c'est une nébuleuse qui s'est effondrée. C'est ceux de droite qui avaient raison. Et là, alors on cherche des tonnes. Donc autour du Soleil, il y a plein de comètes qui sont des restes de cette nébuleuse primitive. Alors voici, ici en haut, vous avez Eros, donc c'est qu'on a photographié le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs. C'est un astéroïde, c'est ces briques à partir desquelles on a fait les comètes. Et en dessous, vous avez Cérès. Tout le monde, ces photos, elles datent d'il y a quelques jours. Il y a une sonde américaine qui est arrivée près de Cérès. Et sur Cérès, vous voyez qu'ici, il y a 2 points très brillants dont on n'est pas la nature pour l'instant. Et les photos vont être publiées dans à peu près 8 à 10 jours. C'est une sonde qui s'appelle Dawn. Et donc, on est en train d'explorer tous ces petits corps. Et moi, je suis très content parce que quand j'étais petit, dans les années 70, je défendais l'émission Les Comètes Astéroïdes. J'étais traité de farfelu. Je me rends compte que 40 ans plus tard, l'idée est passée. Donc j'étais peut-être pas assez farfelu quand j'étais petit. Et là voici Gerasimenko, Churyumov, Gerasimenko. On est en train de condenser Madame Gerasimenko et Monsieur Churyumov. Je prononce mal le langage de l'Est. Et donc voici les comètes, à quoi ça ressemble. Ce que je vous ai montré à la théorie des comètes, ce sont ces briques à partir desquelles on va former des planètes. Quand un maçon construit une maison, il construit la maison puis il nettoie le sentier. Dans le système solaire, personne nettoie le sentier. Et il reste des briques disponibles pour les planètes, mais qui n'ont pas été utilisées. Et c'est comme ça qu'on a des traces de notre passé. Alors rapidement, vous avez, ça c'est la comète Lovejoy qu'on a vu au mois de décembre, qui est assez jolie. Je montre ces corps qui se rachent du soleil dégâts. Ça c'est les anneaux qui nous enseignent comment se comporte un système, un disque autour d'un corps central. Quand j'étais petit, j'avais eu la chance de trouver des anneaux autour de Neptune avec des phénomènes de confinement. J'avais appelé ces arcs liberté, égalité, fraternité, malgré les Américains qui n'en voulaient pas. Mais enfin, j'ai réussi à imposer le truc, mais ça c'est une autre histoire. Et donc en gros, le phénomène majeur dans le système solaire, c'est les collisions. Tout ça cogne, et quand vous cognez durement, vous cassez, j'appelle ça un divorce, et vous cognez doucement, vous embrassez, j'appelle ça un mariage. Et nous sommes dans un état de divorce et de mariage qui, à sorte de collision, ont donné des planètes avec, vous voyez, on va accumuler les corps petit à petit pour former des planètes, dont la Terre en particulier. Et voici le scénario.
c'est qu'au début, vous avez une étoile avec un disque autour, disque de gaz. Après ça, comme la température varie en se rafraîchissant loin de l'étoile, on forme des grains qui vont être des éléments réfractaires près de l'étoile et puis des glaces à l'extérieur, donc un disque de grains. Après ça, il y a des instabilités qui forment ce qu'on appelle des planétésimaux, qui font 500 mètres à peu près. Après ça, il y a des collisions qui forment ce qu'on appelle des embryons. Et après ça, ces embryons se cognant forment la Terre. Donc succède un disque de gaz, un disque de grains, un disque de planétésimaux, un disque d'embryons, un disque de planètes. Voici le scénario sur lequel nous sommes en désaccord sur certains détails, mais sur lequel tout le monde est d'accord. Alors il faut vous dire qu'après 4000 ans de disputes, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les scientifiques ont un certain accord sur la manière dont tout ça a été formé. Je sais bien que majorité n'est pas vérité, mais disons, c'est la position que nous avons en ce moment. Alors, vous voyez un disque autour d'une planète, je passe rapidement. Ça, c'est une photo de nos grands-pères et nos grands-mères. Vous voyez qu'au début du système, un collègue qui a fait un tableau. Alors, je voudrais dire au passage qu'on est là grâce à Jupiter aussi. Sans Jupiter, nous ne sommes pas là cet après-midi. C'est quand même étonnant que cette planète à qui on donne le nom du roi des dieux est celle qui nous aide. Pourquoi ça nous aide? Parce que moi, pendant 15 ans, quand j'étais petit, j'ai essayé de former des planètes. Et j'arrivais assez facilement à former 40 planètes de la taille de la Lune autour du Soleil. Je n'arrivais pas à faire un truc de la taille de la Terre ou plus gros. Et pourquoi? Parce que, ou bien j'avais une orbite bien circulaire, donc des collisions douces, mais mon machin ne grossissait pas beaucoup, ou bien j'avais une orbite très elliptique, et je cognais, mais du coup je cassais. Et mes collègues avaient le même résultat. Et ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, je pensais naïvement que la Terre plus petite s'était formée avant Jupiter plus gros. Pas du tout. C'est que près du Soleil, il fait chaud. Les éléments un peu légers, qui sont hydrogène et hélium, sont partis. Et comme l'hydrogène et l'hélium font 99% de l'univers, la Terre a été formée avec ce qui reste quand tout est parti. Formation de la Terre, c'est comme vous rentrez ce soir chez vous, faites une soupe, mettez de l'eau, un peu de poivre, un peu de sel, le téléphone sonne, vous allez répondre au téléphone, dites qui c'est, il m'embête, puis c'est votre meilleur copain, vous parlez 1h30, vous revenez, toute l'eau est partie dans la casserole, il reste un peu de poivre et de sel au fond de la casserole, ben c'est comme ça qu'on a formé la Terre, c'est quand elle se forme quand tout est parti. C'est pour ça qu'on habite un débris, c'est le 3e débris en partant du Soleil, mais ça explique bien comment ça s'est formé. Eh bien, au niveau de Jupiter, quand vous formez un corps comme ça, vous allez ramasser le gaz qui reste. Donc vous formez un germe au niveau de la Terre, bah, c'est un petit germe. Vous formez un germe au niveau de Jupiter, et donc on ferme le gros Jupiter avant la Terre. Et du coup, ce gros Jupiter, il commande tout ce qui est autour. Regardez, entre Jupiter et Mars, il n'y a pas de planète, il y a des astéroïdes, il y a du matériau qui a été perturbé par Jupiter, c'est pas une planète. Le matériau est là, mais la planète ne s'est jamais formée. Regardez Mars. Mars, c'est tout petit. Comme je dis à mes collègues qui travaillent sur Mars, que ça énerve beaucoup, mais ça, il faut bien plaisanter entre nous. Je leur dis, Mars, c'est comme ceux qui ont été loupés à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Et donc, c'est un petit machin. Alors que la Terre et Vénus sont gros parce que Jupiter a apporté assez de choses, mais pas trop violemment, et assez doucement et assez efficacement pour que la Terre et Vénus puissent exister. Et ça va au-delà. Ça va au-delà parce que si vous regardez... Alors, bon, ça, Jupiter, des résonances, je passe rapidement. Tu veux dire que je finis l'introduction, hein. Et alors, bon, regardez, au début, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune qui tournent. Vous avez tous ces petits cailloux qui se communiquent et vous savez qu'il y a un phénomène qu'on appelle de résonance. Résonance, à 7 ans, vous savez ce que c'était? Moi, quand j'avais 7 ans, je poussais ma cousine sur une balançoire. J'ai remarqué que si je poussais au hasard, ça faisait pas grand-chose. Mais si je poussais à la bonne cadence, la balançoire prenait un truc infini, ma cousine se mettait à hurler et mes parents disaient arrête de faire l'imbécile. Moi, ça m'amusait beaucoup. Donc, on a compris à 7 ans ce que c'est qu'une résonance. Donc, les planètes se perturbent et regardez ce qui se passe quand j'accélère le film, là. Voilà, regardez. Ça se perturbe, ça se perturbe, ça se perturbe. Voilà. Et ça bombarde partout. Et ce phénomène a eu lieu 800 millions d'années après la formation du système solaire, c'est-à-dire à 3,8 milliards d'années, au moment où la vie apparaissait. Dire, mais attendez, si je bombarde, je vais tuer la vie. Et si c'était le contraire? En bombardant, j'apporte de la matière première, premièrement, j'apporte par les comètes de l'eau des océans, et puis d'autre part, je casse la croûte terrestre qui est très épaisse. Et donc je fais venir des éléments de l'intérieur. Et donc Jupiter a joué un rôle aussi bien pour la formation de la Terre que pour l'apparition de la vie. Alors là, on me dit que je n'ai plus qu'un quart d'heure, donc je me dépêche. Alors oui, alors conception de la vie, de dessin, Peyo l'a fait, je crée la vie. Réserve, avec un dessin d'une nature un peu différente, vous voyez, qui crée la vie différemment, mais c'est un petit hommage à Charlie Hebdo en passant. Et puis, comment des atomes stupides peuvent fabriquer quelque chose d'aussi intelligent qu'une cellule? Ben ça, on ne sait pas. Quel est le génial? Parce que nous n'avons plus de traces. Les fossiles nous donnent l'histoire de la vie, mais on ne sait pas comment on a fait la première cellule. Et le seul moyen de le savoir, c'est de trouver de la vie ailleurs et de comparer. À nouveau, si vous trouvez une autre forme de vie ailleurs, je ne sais pas, eh bien, vous pourrez comparer les deux, et c'est comme ça qu'on avance. Imaginez qu'il n'y a qu'un individu dans une déserte tout seul un jour, il ignorait totalement ce qu'est qu'un homme. Il ne sait pas s'il serait immortel, s'il vivrait 500 ans ou 10 ans, il ne saurait pas.
C'est par comparaison que nous savons que nous vivons une certaine durée, que certains sont malades, d'autres ne le sont pas, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver pour la vie. Alors là, je me dépêche à toute vitesse pour poser des questions. Ça, c'est si vous voulez fabriquer, vous allez au supermarché, fabriquer le soleil, la terre, l'atmosphère, la terre, et voici ce qu'il faut acheter. Enfin, fabriquer un être humain, il y a d'autres techniques, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Donc vous voyez, en gros, l'univers est fait essentiellement d'hydrogène et d'hélium, alors que la vie est faite essentiellement d'oxygène, de carbone, d'azote et d'hydrogène. C'est pas la même chose qu'on utilise. Alors, en gros, au passage, à toute vitesse, y a-t-il de la vie dans le système solaire, ailleurs que sur Terre? Y a-t-il de la vie sur les exoplanètes? Là, je vais essayer en 1 minute de vous dire tout ça. Il y a 50 ans, je vous aurais dit, il y a de la vie ailleurs dans le système solaire. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, je vous aurais dit, il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre. Et aujourd'hui, je vous dis, je n'en sais rien. Parce que, regardez, Saturne, Titan, les anneaux, au bout de la flèche, j'ai un petit corps, ça s'appelle Encelade, et c'est notre équipe d'imagerie de la sonde Cassini qui trouve la chose suivante. Moi, pendant 30 ans, j'ai aidé mes étudiants, plus c'est petit, plus c'est mort. La Terre est active, volcan et tout, la Lune est morte, géologiquement. Regardez ce corps de 500 km, qui est rien, tout petit, géologiquement, il est actif. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des geysers. C'est pour moi la plus grande découverte de Cassini. On a mis 4 ans pour comprendre de quoi il s'agissait. Il y a des geysers. Donc nous avons là-bas des geysers. D'où ça vient? Il y a sous le pôle sud d'Encelade une mer active. Et cette mer bouillonne, on l'a appelé l'océan Perrier, du nom de l'eau minérale. Et donc ça passe à travers les failles, ça fait des geysers. Vous avez de l'eau, c'est de l'eau liquide à 20 degrés. Vous avez de l'énergie, c'est la chimie du carbone. Si vous me demandez quelles sont les conditions pour créer la vie, eh ben c'est de l'énergie, c'est de l'eau, c'est la chimie du carbone. Je ne vous dis pas qu'il y a des baleines et des dauphins là-bas dans la mer d'Encelade, mais je vous dis que les conditions pour la vie sont créées, et je ne sais pas ce qu'il y a. Donc on y retourne. Priorité des missions 2020-2030, on va y aller. Et ou bien on trouve de la vie extraordinaire, ou bien on ne trouve pas, ce qui veut dire qu'il nous manque un maillon pour comprendre ce qui s'est passé. Quel que soit le résultat, c'est intéressant. Alors je passe à toute vitesse. 24 images par seconde, c'est le film. Hein. La vie, un dessin d'artiste, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est à Versailles. Versailles, le bassin Encelade. Hein. J'ai envoyé ça à mes collègues américains en disant Louis XIV avait compris avant nous. Hein. Il y a des geysers sur Encelade. Ça, c'est Triton. Regardez, un corps en forme de X. C'est la planète X, on l'a trouvé, c'est écrit dessus. XY, on a le sexe de l'objet. Et vous avez des geysers. Regardez en haut, c'est un petit film. On a fait un film avec 3 images. C'est plus naïf que Méliès, mais plus cher que Ben-Hur, ça coûte $1 milliard. Et il y a des geysers. Alors, geysers, c'est ce que c'est, Houston, etc. Mais là, le geyser, Houston, ça fait 20 mètres, etc. Le geyser, il fait 8 kilomètres. C'est du geyser. Hein. Donc, il y a aussi de l'énergie, de liquide. Et ces océans souterrains, il y en a sous Europe, satellite de Jupiter, sous Callisto, satellite de Jupiter, sous Ganymède, satellite de Jupiter, sous Encelade, satellite de Saturne, sous Titan, satellite de Saturne, et sous Triton, satellite de Neptune. Autrement dit, les confins du système solaire auxquels on ne s'attendait pas du tout, peut-être, habitent des conditions favorables à la vie. Ça, c'est le sol d'Europe, ça, c'est les geysers d'Europe, un dessin d'artiste, ça, c'est l'océan libre, c'est nous, océan souterrain, peut-être Mars, océan sous la banquise, ces satellites dont je vous parle. Regardez sur Titan, voici nos images, on doit trouver quelque chose qui est un lac, et si vous allez sur Titan, vous avez des lacs liquides noirs avec un rivage bleu sur un sol marron. Le lac liquide, moins de 100 degrés, c'est du méthane liquide. Le méthane sur Terre, c'est essentiellement dû aux vaches qui se laissent un peu aller. Hein. Mais sur Titan, il y a peu de vaches. Hein. Donc il y a une très belle chimie du carbone. Et donc vous avez des lacs de méthane qui, en sujet des saisons, s'évaporent, avec des nuages de méthane, des pluies de méthane, des rivières de méthane qui alimentent, le cycle du méthane en surface, comme le cycle de l'eau sur Terre, et en sous-sol, un océan d'eau souterrain. Rapidement, alors la vie, on trouve des extrémophiles au fond des océans, là où la lumière solaire ne parvient pas. Il y a des sources hydrothermales, certains pensent même que c'est là que la vie a dû démarrer. Voici un très bel individu que je vous recommande, mesdames, le tardigrade. C'est indestructible. Vous le chauffez, il est content. Vous le refroidissez, il est content. Vous le mettez dans l'espace sans air, il est content. Vous le mettez près de Tchernobyl quand la centrale explose, il est content. Indestructible. Heureusement qu'il est pacifique, sinon c'est un petit ourson d'eau, ça vous l'avez dans la mousse des arbres. Autrement dit, il y a des organismes qui vivent beaucoup, qui savent résister. Comment ils font? Quand les conditions sont graves, ils font partir l'eau de leurs cellules. Nous, si on a des conditions difficiles, l'eau va gonfler, se solidifier, ça fait exploser les cellules. Si jamais on comprend comment ils font, peut-être pour nous, ça ne serait pas inintéressant. Donc il y a des extrémophiles, et vous avez la vie. En 2013, on a trouvé 8000 exoplanètes. Au mois de mars 2015, on en a 1873. Et en 2015, on a passé le temps des 2000. Sachez qu'on a observé seulement 1/1000 des planètes de notre galaxie. Laquelle galaxie n'est qu'un parmi les 1000 milliards de galaxies. Donc, est-ce que la vie est répandue partout ou non?
Je n'en sais rien. Hein. C'est-à-dire, les biologistes disent non, on est unique. Les astronomes disent il y en a plein. Moi, je dis j'en sais rien. Donc, il faut y aller, il faut vérifier. Alors, rapidement, en 3 mots, on trouve plein de planètes, regardez, comparé à Vénus, à la Terre, qu'on appelle Kepler-20, Kepler-20, etc. Plein de planètes. On trouve des terres, des super-terres, des mini-Neptunes, des larges Neptunes. Donc, on est en train d'essayer d'étudier ça, on manque de données. Et donc, la grande question, la vie, très bien. Mais est-ce que ce sont des microbes ou des microbiologistes, hein? Autrement dit, est-ce qu'il y a la vie intelligente ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce qu'une scène d'un animal? Parce qu'on fait des outils? Non. Plein d'animaux font des outils. Parce qu'on a de l'empathie? Les animaux ont de l'empathie. Parce qu'on parle? Non, ils parlent entre eux. Parce qu'est-ce qui nous distingue? Pas grand-chose. La seule chose qui nous distingue, c'est qu'un singe peut apprendre à son fils comment construire un bâton qui prend une fourmi dans la fourmilière. Il ne peut pas écrire un bouquin pour expliquer comment construire un TGV. Autrement dit, pour moi, la seule chose qui distingue l'homme de l'animal, c'est la culture. Qui, lorsque je serai candidat au présidentiel en 2032, sera le point essentiel de mon programme. Hein. Alors, là, j'ai pas le temps. On peut essayer de communiquer avec des méthodes modernes. Hein. On peut essayer d'envoyer des messages. Ce qu'on a fait, il y en a qui ont dit « Ah, vous êtes fous !» On a envoyé un message vers la Madère. « Vous êtes fous, vous êtes fous !» À 25 000 années-lumière. Donc, s'ils sont polis, nous répondent. Dans 50 000 ans, on va répondre. « Vous êtes fous !» Ils vont savoir où on est. Ouais, bon, ben, on a le temps. Hein, on a mis des sondes sur nos sondes. Il n'y a plus que 2 images, là. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas appuyé. Voilà. Alors là, on a envoyé la sonde pionnière, la sonde voyageur. On a envoyé des images avec des photos et tout. Là, on a un gros problème. C'est comment vous présentez un homme et une femme. Vous mettez une jupette grecque, une toche romaine, un costume japonais ou un costume cravate. Et là, on a voulu les mettre tout nus. Et là, les ligues de vertu américaines sont déchaînées en disant que c'est un scandale d'avoir de la pornographie dans l'espace aux frais du contribuable. Ce qui nous a conduit à examiner 10 000 photographies de couples tout nus, comme quoi, vous voyez, l'astronomie est variée dans ses activités quotidiennes. Hein, Et alors, maintenant, se déplacer. Vous savez que le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Terre pour les voyageurs. Pardon d'en parler. Je conclurai par une dernière image. L'image de gauche résume l'état de nos connaissances. L'image de droite est destinée aux dames. C'est un vrai cratère montrant que l'astronome ne manque pas de sentiments. Petite citation de Woody Allen au passage. Le jour où les savants découvrirent l'emplacement exact du centre de l'univers, c'est fou le nombre de gens qui vont être déçus que ce ne soit pas eux. Hein, Et puis finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est non au pessimisme et oui au rêve. Apprenons aux gens à rêver, en voulant en faire un peu plus, parce que la vie est formidable, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus formidable, celle de nos ancêtres, qui avaient des conditions beaucoup plus dures. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas dormi, je ne sais pas ce que j'ai raconté, mais enfin bon, peut-être... Alors, on va refaire tout à l'heure, on fera tout à l'heure les questions. Bon, mais j'ai pas tout dit. Voilà, la réponse merci. à la